Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 13, les héros du quotidien, faire de sa vie une aventure, avec Vanessa Adro. Salut et bienvenue dans cet épisode spécial de Sensiblement différent où nous continuons notre exploration des héros du quotidien. Je te le disais la semaine dernière, j'ai eu le privilège de rencontrer 3 personnes que je considère chacune comme un héros, à sa manière. Après Françoise Boutet, aujourd'hui je suis ravie de te présenter Vanessa Adro, coach, hypnothérapeute, podcasteuse. Une femme extraordinaire, qui défie les limites imposées par la vie et le monde depuis sa naissance. Vanessa est atteinte de la maladie des os de verre, une condition qui a façonné son parcours de manière unique. Dans notre discussion, elle partage les défis qu'elle a surmontés, les traitements, les épreuves, les victoires, les rêves, son histoire. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une lutte contre la maladie, mais celle d'un regard sur le monde, résolument positif. Pour elle, chaque épreuve est une opportunité de grandir, de s'affranchir des limites et de faire de sa vie une aventure. Au cours de notre entretien, Vanessa te parle de son métier de coach, un chemin forgé par sa capacité à observer et sa compréhension systémique. Vanessa est également l'animatrice du podcast Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou, où elle aborde sans détour des sujets souvent laissés dans l'ombre. Dans sa nouvelle saison, elle t'invite à explorer les multiples facettes du plaisir dans tous ses états. Chaque épisode offre une plongée dans les thématiques de plaisir, du couple, des relations, de la santé, de la société, de la liberté. Elle te révèle son plus grand défi et t'emmène dans le monde de ses rêves, dont l'un des sommets est... Chut, tu le sauras à la fin de l'épisode. Reste avec nous, car il promet d'être l'exploration d'un parcours hors norme. Si tu as une baisse de forme ou de motivation, je t'invite à découvrir son univers, car elle est aussi drôle, sensible, poétique que subtile, et elle fait bouger les lignes. Voici Vanessa Adro. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne chanteuse. J'agis comme révélateur. Bonsoir Vanessa, je suis extrêmement ravie, honorée, touchée de ta présence ici sur le podcast Sensiblement différent. Donc déjà, je te remercie d'être là. Et puis, je vais te demander en quelques mots, dans tes mots à toi d'aujourd'hui, de te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent absolument pas et qui ne vont que entendre ta voix. Alors, bonjour Magali, et puis merci beaucoup de l'invitation. Pour moi, c'est un honneur d'être sur Sensiblement différent parce que c'est un des podcasts que j'écoute régulièrement quand je suis sur le chemin du travail. Donc, c'est vraiment un honneur d'être ici. Pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors je dirais que je suis de nature joyeuse et positive. C'est vraiment comme des drivers dans ma façon d'être et de fonctionner dans la vie de tous les jours. Sinon, j'habite en Suisse, j'ai une formation d'hypnothérapeute, et j'ai également un podcast qui s'appelle Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou, parce que je suis moi-même atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie des os de verre. C'est une maladie de naissance et pour faire court, parce que je pourrais en parler pendant de longues minutes, j'ai un cas qui est assez grave dans le sens que j'ai une taille très réduite. J'ai une 30aine de fractures quand j'étais jusqu'à l'adolescence. Et puis maintenant, grâce au traitement
pour renforcer le squelette, eh bien, j'ai pu atteindre une qualité osseuse qui est dans la norme des personnes de mon âge. Donc, avant ces traitements-là, j'étais largement en dessous de la norme et maintenant, je suis dans la norme à peu près au milieu. Donc ça, c'est chouette. J'ai du coup, plus de douleur osseuse, j'ai plus de fatigue non plus osseuse et puis oui, au niveau de la santé, ça va relativement bien et pour ça, je suis très reconnaissante et puis voilà, je crois que j'en ai dit pas mal. Déjà, c'est déjà un parcours qui est pas banal. Euh, je suppose qu'il y a des défis quotidiens, qu'il y a eu des challenges assez énormes et des montagnes à surmonter depuis que tu es toute petite. Est-ce que toi, tu peux ou tu souhaites ou tu es d'accord pour raconter un peu ton parcours à travers ces embûches-là? Parce qu'il y a eu certainement un avant-traitement, un après-traitement. Et comment est-ce que toi, petite fille, tu as vécu le monde? Et comment est-ce que tu voyais le monde avec tes yeux d'enfant? Waouh! Alors, on a combien de temps d'interview? On a toute la nuit. Bon, écoute, je vais essayer de te parler des points principaux en commençant du coup par la petite enfance peut-être. Donc, quand les premiers souvenirs que j'ai en étant enfant, c'était que j'avais une incompréhension de ma situation qui était différente de celle de ma sœur, parce que j'ai aussi une sœur de 2 ans plus âgée que moi qui n'a pas de problème de santé. J'étais la seule, enfin je suis toujours la seule dans la famille avec cette maladie-là. Et quand j'étais enfant, je demandais, je demandais. Je me rappelle d'une période où je pleurais les soirs, une fois que mes parents m'avaient mis au lit, je pleurais parce que je ne comprenais pas pourquoi les enfants autour de moi pouvaient courir, sauter, jouer, se bagarrer, alors que moi, j'étais faite en sucre, quoi, littéralement, et j'étais protégée, les adultes me surprotégeaient, ce qui est compréhensible hein, aussi, mais qui est injuste quand tu es enfant et que tu comprends pas pourquoi tu as cette maladie. Donc, il y a eu vraiment une grande période de tristesse quand j'étais enfant. Et puis, surtout que j'ai jamais eu les réponses, tu vois, j'ai jamais eu des réponses claires, des gens qui ont pu me dire, voilà, tu as ça parce que. Et quand bien même, on aurait pu peut-être me donner une réponse, je pense pas que je l'aurais accepté. Je me rappelle encore que j'étais très sensible et que je n'aimais pas du tout, et je suis toujours bien, comment dire, ouais, sensible à ces regards-là. C'est les personnes, justement, qui sont dans une religion et qui peuvent porter un regard condescendant et qui peuvent avoir de la pitié et qui pouvaient avoir de la pitié sur l'enfant que j'étais. Ça, je ne supportais pas, tu vois, c'était vraiment, ça me crispait, et ça m'enrageait, tu vois, je trouvais ça encore plus injuste qu'on vienne me voir comme une pauvre petite chose qui n'avait pas de chance, alors que moi, je voulais juste vivre ma vie du mieux que je pouvais dans la situation que j'avais. Après, alors ça s'est passé au même moment, donc j'ai commencé les traitements pour solidifier mon squelette. Donc c'était des traitements par intraveineuse. Heureusement, j'ai pas eu énormément d'effets secondaires. Et en même temps que ça, justement, donc pendant l'adolescence, c'est là où tu développes ta féminité, où ton corps se transforme en corps de femme. Et puis là, j'ai été victime de harcèlement scolaire sur 2 ans, je crois environ. Parce que j'avais aussi cette situation où moi-même, je m'étais renfermée sur moi-même parce que j'avais pas trop où j'allais. J'aimais pas trop les hommes parce qu'ils me calculaient pas. Puis c'était vraiment un cercle vicieux. Et puis, par rapport à la période de harcèlement scolaire, je vais peut-être pas trop me plonger dedans parce que je pense qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Mais c'est vrai que c'était difficile, ça m'a bien fragilisée et ça a bien ouvert des blessures, quoi. J'ai vraiment entendu des mots horribles, des mots tellement méchants et en toute impunité voilà, par rapport à ma situation. Mais je me suis quand même sortie. Parce que voilà, il y a eu une médiation. Ouais, médiation, pas méditation. Il y a une médiation qui s'est faite. Donc après voilà, j'ai quitté le collège, tout ça, puis j'ai continué ma vie. Ça a duré toute la fin de collège? Ça a duré 2 ans sur l'école secondaire qui est de 4 ans. Ok, d'accord. Et comment tu t'en es sortie, toi, de cette période-là? C'était vraiment la médiation qui a été un déclic et qui a signé la fin de cette période?
ça a été une bonne béquille, on va dire, parce que c'est sûr que le harceleur, il a été, comment dire, je vais dire grondé, ça fait un peu enfantin comme mot, mais il a pas été puni, il a été averti. Il a été averti, mais après, c'est sûr qu'il continuait. C'était bien plus léger, mais dès qu'il y avait, tu sais, qu'il y avait possibilité d'envoyer en tacle, il le faisait. Puis je savais que c'était pour moi aussi, mais c'était moins fort. Il m'avait aussi écrit une lettre d'excuse que, je crois, si mes souvenirs sont bons, ouais, j'ai déchiré par la suite, mais plusieurs années après, parce que pour moi, c'était pas sincère, parce que même après m'avoir envoyé cette lettre d'excuse, ben, il continuait un peu, tu vois, donc, enfin, bref. C'est vraiment un détail. Mais sinon aussi, ce qui m'a aidé dans cette période-là, c'est l'aide de ma maman. Parce que c'est elle qui m'avait dit du jour au lendemain, elle m'a dit, tu t'es éteinte. Tu sais, tu t'existais, enfin, t'étais renfermée, tu parlais plus, tu riais plus. Et puis elle s'est dit, mais il y a quelque chose qui joue plus. Et c'est elle qui est venue me chercher un soir dans ma chambre et puis qui m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Puis c'est là que j'ai pu lui dire. Et c'est elle, en fait, qui a déclenché, qui a appelé la direction de l'école et puis qui a déclenché le processus de médiation, quoi. Donc, D'accord. Là, tu as senti que tu avais un soutien humain qui était là pour te tendre la main si tu avais quelque chose qui était trop difficile ou qui était. ouais. Tu n'en avais parlé à personne auparavant? Ces 2 années, tu les as subies en fait sans rien dire. Ben, en fait, j'étais avec ma meilleure amie de l'époque, on était tout le temps ensemble, hein, on était inséparables. Et elle était aussi, du coup, c'était la victime collatérale, si tu veux. Donc, du coup, j'étais pas complètement seule, on était deux. Donc, je pense que ça fait quand même une différence, tu vois. Même si la victime principale, c'était moi. Euh, mais oui, ça aussi, tu sais, ça fait partie je pense, des points que je travaille. En tout cas, j'en suis consciente maintenant. C'est que j'ai un peu de peine à demander de l'aide parfois. Et dans ces situations, s'il y a des gens, vraiment le conseil que je peux donner à des gens qui pourraient être victimes de harcèlement scolaire, c'est juste, mais faites le premier pas, allez demander de l'aide à des personnes de confiance. C'est vraiment la première chose à faire, quoi. C'est tellement primordial parce que on est notre seule personne avec qui on va partager notre vie, même si on peut être en couple ou quoi, mais vraiment, c'est tellement important de commencer par demander de l'aide à Bah, quelqu'un. c'est vraiment important que tu soulignes ça parce que en dehors de la prise de conscience que toi-même tu es mal, donc que la situation génère de la douleur en toi, ça c'est peut-être la première étape. Mais la deuxième, c'est vraiment ça, c'est que si toi t'arrives pas à t'en sortir tout seul, si tu sens que tu souffres trop de jours ou que tu pleures trop de fois ou que tu t'enfermes ou que ta lumière s'éteint, effectivement, demander de l'aide, c'est vraiment c'est une des portes. Ça demande du courage aussi, hein, mais c'est quand même une des voies qui nous permet de bouger, mais quelle que soit la situation en fait. Cette demande d'aide, elle me paraît fondamentale. Est-ce Mhm. que, est-ce que cette situation que tu as vécue de harcèlement, elle a momentanément changé ton regard sur toi-même? Ou sur la vie, ou sur ou la Oui. confiance que tu portes aux autres, ou Oui, énormément, parce que bah justement, tu vois, j'étais en train mon corps changeait, j'avais pas vraiment confiance en mon corps qui est différent, tu vois, j'ai un squelette qui est un peu déformé, donc c'est sûr qu'au niveau de l'amour-propre, là, j'étais brisée, j'étais vraiment en mille morceaux, quoi. Alors autant, on va dire, bah voilà, mes os sont peut-être pas super solide, mais là, mon estime de moi, elle était vraiment, mais vraiment très, très dégradée. Et oui, ça a vraiment changé mon regard sur mon corps et j'ai fait ensuite tout un travail de reconstruction et d'appropriation et de reconnexion à mon amour-propre pour moi, pour me sortir de ce cercle vicieux, quoi, pour retrouver la confiance, reconstruire une confiance en moi. est-ce que tu sors de cette expérience-là une force qui t'accompagne au quotidien, en fait? Mais peut-être inconsciemment. Certainement que cette expérience, elle m'a aidé justement à me reconstruire et m'a reconstruire et à avoir la force que j'ai aujourd'hui par rapport à moi-même et que plus jamais, mon Dieu, je laisserai quelqu'un me critiquer ou dire quoi que ce soit sur moi. Ça, c'est évident, quoi. Et certainement que cette situation a fait ça, ouais. Mm.
Tu es une personne forte, tu es courageuse. Comment tu décrirais ton quotidien? Est-ce que tu trouves qu'il y a des challenges dans la gestion de la vie quotidienne ou est-ce que pour toi tout est accessible ou tout est OK? Comment est-ce que tu vis aujourd'hui? Quel est ton regard sur le monde? Euh, alors, oui, ça dépend. C'est beaucoup sur le regard des autres aussi. Tu sais, c'est quand quand tu fais un accompagnement ou soit en tant que thérapeute, soit en tant que patient, et que tu fais un travail et que les changements s'opèrent, tu te dis, des fois, tu sais, as ce sentiment, tu dis, ah, c'est bon, enfin, j'en suis sortie. Mais en fait, c'est un perpétuel travail, quoi, jusqu'à la fin. Et quand tu réalises ça, tu te rends compte que justement, comment dire, en fait, c'est le chemin de la vie. Et je pense que c'est bien de voir ça comme un challenge plutôt que comme une souffrance ou comme un fardeau de se dire, ah bah tiens, je viens je sais pas, d'assainir la relation avec mes parents, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ah ben voilà, il y a un nouveau défi, je sais pas, c'est avec mon collègue que ça passe pas. Mais je pense que justement, si déjà tu changes ton regard là-dessus et que tu dis, ah, bah, c'est plus un fardeau, mais c'est plutôt, c'est un jeu, tu vois, c'est une opportunité que tu as de grandir et puis de comprendre de nouvelles choses. Je pense que ça vient beaucoup plus accessible, justement, la vie de tous les jours, en fait. Est-ce que tu as vu une aventure? Oui, c'est ça. Tu as cité deux étapes qui étaient importantes dans ton vécu quand tu étais toute petite et puis cette période de collège. Après ça, à quoi ressemblait ta vie et comment tu t'es construite en fait et qu'est-ce que tu as fait quel choix tu as fait pour ta propre vie? Alors, après ça, Tu souris, les gens ils voient pas mais tu es en train de sourire. oui, je suis en train de réaliser que justement, après ça, donc j'ai fait ma scolarité. Après, j'ai fait un apprentissage employé de commerce. Employé de commerce, je sais pas comment on dit en France. Ouais, ça doit être oui, enfin agent commercial, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Travailler dans les bureaux, quoi. Euh, donc j'ai fait mon apprentissage. J'étais dans une administration communale et puis je faisais des cours dans une école justement pour les employés de commerce. Et puis après ça, donc ça a duré 3 ans, j'avais le choix soit de faire la maturité, c'est-à-dire vraiment le grade au-dessus de ma formation, ou soit de faire ce que je voulais. Et l'autre option que j'ai choisie, c'est de partir 6 mois à Miami Beach, pour apprendre à améliorer mon anglais, soi-disant. Oui, j'allais dire ça, c'est un peu une excuse quand même. Attends, je vais apprendre l'anglais. You know, I want to improve my English, so. Et donc, du coup, je suis partie 6 mois à Miami, en Floride, toute seule. Et puis, pour la petite anecdote, c'est que pour éviter que mes parents, enfin surtout ma mère, à l'époque, se fassent du souci ou me trouvent plein d'excuses parce que c'est quand même pas rien de partir 6 mois loin sur un autre continent, tu vois. C'était la première fois que je prenais un long courrier, c'est la première fois que je quittais l'Europe, hein, bref. Du coup, j'ai tout préparé ça en scred. J'ai préparé le billet d'avion. Je me suis renseignée justement pour au niveau du handicap, au niveau des chaises roulantes, parce que j'ai une chaise roulante manuelle et une chaise roulante électrique pour les prendre avec moi sur le territoire américain. Donc, je fais tout ça. Et je me rappelle, j'en ai parlé à mon père qui était qui est toujours pas mon, pas mon confident, mais tu sais, il est toujours un peu à me soutenir dans mes projets. Yeah. Parce que ma mère est plutôt du genre à flipper, ce qui est totalement incompréhensible. Je pense qu'en tant que maman, tu comprends que, tu vois, quand tu as un enfant, tu as envie qu'il reste en sécurité. Et donc, je lui ai annoncé en lui disant, bon, voilà, maman, je pars 6 mois aux États-Unis je sais pas, dans 4 mois. Et puis, elle m'a dit, ah, mais mon Dieu, mais comment tu vas faire pour la chaise? Je dis, ouais, que c'est bon, j'ai pensé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, pour finir, j'ai pu contre-argumenter tous ces soucis et puis je suis partie 6 mois. Mais zéro expérience de ça, t'avais aucune idée, t'avais jamais voyagé ou été voyager même avec ta famille. Et là, tu t'es dit, je vais tout organiser en fait pour être autonome et indépendante. Et là, t'as quel âge quand tu fais ça? De quoi? T'avais quel âge quand t'as monté ce projet-là? J'avais 19 ans. Ouais. J'étais mineure aux États-Unis en plus. Oh là là, en plus j'ai dû faire une fake ID pour pouvoir acheter de l'alcool.
Tu avais quand même une certaine motivation, enfin, pas petite, quoi, tu vois. Elle est quand même assez. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment mon moteur. Je me suis dit, mais je veux réaliser mes rêves et partir aux États-Unis, ça faisait partie d'un de mes rêves. Et je me suis toujours dit, en fait, il n'y a personne d'autre que toi-même pour réaliser tes propres rêves. Donc, vas-y, let's go. Si tu veux partir aux États-Unis, alors c'est le moment. Voilà, j'ai mis toutes les J'ai choses de cette conscience-là que c'était toi, en fait, qui était l'acteur de ton propre chemin, quoi. Oui, complètement. Donc quand même, tu vois, quand on évoquait le parcours qui était houleux et avec pas mal d'obstacles, quand même, il fait de toi déjà à 19 ans quelqu'un qui est super motivé et qui anticipe les éventuelles questions, les éventuelles peurs en fait de tes parents, et en me disant bah attends, tu vois, je vais faire ça, tac tac tac, tu t'es organisé, t'as créé, t'as généré ton voyage pour qu'il soit sécure et que tu puisses le faire, quoi, qu'il soit concrétisable. Ouais. C'est incroyable. C'est parti. Je suis partie. Ouais, j'ai vécu ma meilleure vie. Pendant 6 mois, c'était vraiment top, quoi. Je regrette pas du tout, jamais, jamais. Tu as bossé là-bas, tu étais dans une école, c'était quoi le projet? Ouais. J'étais dans une école en demi-pension. D'accord. Tu as rencontré bien plein de monde. Oui, il y avait, il y avait pas mal de francophones. Enfin, malheureusement, il y avait pas mal de francophones, pardon, des Français, des Belges qui parlaient français. Puis tu vois, vu que en fait, j'ai pris toutes mes économies, tu sais, c'était vraiment mes économies à moi par rapport à l'apprentissage que j'avais fait, où j'avais déjà mon salaire d'apprenti. Donc j'ai tout mis là-dedans. Et du coup, je pense que ça a fait une différence. Je faisais vraiment l'effort de parler anglais. Je pense que ça aurait fait une différence si ça avait été mes parents qui me l'avaient payé. Et puis je m'aurais dit, oh on s'en fout, voilà, c'est 6 mois de vacances, Oui. mais là, j'y étais vraiment pour quelque chose de concret, quoi. Wow. Quand tu reviens de ce voyage, en fait, t'es rentré chez toi. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai réalisé, au fait, aux États-Unis, il y a tout, mais genre tout qui est adapté pour les chaises roulantes. Les trains de bus, les magasins, les hôtels, les restaurants, mais genre vraiment tout, tout, tout. Parce que je crois que c'est par rapport aux vétérans des guerres, il y a tout qui est adapté. Et ça m'a vraiment changé parce qu'en plus, je me rappelle, tu sais, quand j'étais dans la rue, j'avais ma chaise roulante électrique. Il n'y avait pas les regards qui se posaient sur moi. Et ça, c'est un truc, ça m'avait choqué parce qu'ici en Europe, enfin, en tout cas dans les rues, que ce soit en Suisse ou en France, les regards se posent très facilement sur moi, que ce soit des enfants, même des adultes, même des personnes âgées. Des fois, ils me dévisagent, puis ils me regardent, ou ils regardent la personne qui pousse ma chaise roulante manuelle. Tandis que là-bas, aux États-Unis, jamais de la vie. Et je me suis vraiment... En fait, limite, ça me manquait, tu vois, parce que c'était la première fois qu'on faisait pas Ah attention. oui, j'existe, regardez-moi. Ouais, regardez-moi. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, quand je suis revenue, je pense, alors ça n'a pas été diagnostiqué, mais je pense que j'ai dû faire une petite déprime quand même, parce que je suis retombée dans ces regards et surtout que j'avais pas de travail. Tu vois, je suis arrivée, j'ai dû m'inscrire au chômage et j'ai fait quelques mois au chômage et c'était pas là, c'était clairement pas la meilleure période. C'était la contrebalance de ce que j'ai vécu, quoi. Mm. Aujourd'hui, tu as l'impression, est-ce que tu dirais aussi, comme dans cette période américaine, que tu vis ta meilleure vie? Ouais, je suis vraiment contente de là où j'en suis parce que pour moi, les regrets sont... C'est peut-être un peu fort, mais pour moi, les regrets sont inutiles. En tout cas, ils sont pas constructifs et ils te font ressasser le passé. Je pense pas que c'est là qu'on vit. J'essaie de vivre du mieux que je peux. Vraiment, je fais de mon bien. Je suis pas un exemple à suivre, mais dans le moment présent, puis dans ce qui est là aujourd'hui, maintenant, ce qui se présente devant moi, dans ma situation. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Donc, aussi se faire confiance et puis aussi demander de l'aide, que ce soit avec des amis, de discuter de choses. Parce que longtemps aussi, tu sais, j'ai eu cette croyance où je me disais, ouais, je vais quand même pas aller embêter mes amis avec mes problèmes perso, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des psys, il y a des professionnels, mais en fait, j'ai une super copine à moi qui m'a dit, mais moi, ça me fait du bien quand on parle de nos problèmes parce que déjà, tu as un soutien. Et puis, même des fois, dans le dialogue, déjà, tu peux peut-être trouver des solutions ou juste ça te soulage. Alors, c'est sûr que parler des problèmes tous les jours, voilà, il y a aussi un juste équilibre à trouver, tu vois. Mais je pense que, ouais, je suis vraiment satisfaite de là où je suis maintenant et où je vais aller aussi. Tu es coach. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier-là?
Parce que depuis toujours, j'ai toujours eu, tu sais, cette posture d'observatrice des systèmes. Par le fait que j'étais mise de côté pour ma sécurité, j'ai toujours observé la systémique autour de moi, que ce soit dans un groupe d'amis, que ce soit même, je sais pas, dans une famille ou des gens ensemble. Je repérais toujours la personne, soit qui semblait avoir des problèmes, ou le leader, ou les choses comme ça. Et puis du coup, j'ai un très bon sens de l'observation, puis de la compréhension du fonctionnement des systèmes. Et puis aussi, au niveau, je pense, de la philosophie de la vie aussi, j'ai toujours eu ça, je dirais, qui est inné. Et puis quand j'ai appris que le métier de coach, disons, a commencé à émerger en Europe, parce que c'est quand même un métier qui est assez récent, je m'y suis intéressée parce que j'avais besoin, en fait, j'avais pas les outils, tu vois, c'était un peu tout brouillon, puis je me dis, ça va être la formation parfaite pour pouvoir ranger mes outils, puis pouvoir être plus concrète dans les propositions que je pourrais faire. Et puis ensuite, je me suis aussi formée à la programmation neurolinguistique et aussi, du coup, à l'hypnose, parce que c'est quand même lié, hein, la PNL, la programmation neurolinguistique, vient de l'hypnose. C'est les protocoles qui ont été mis par Bandler et Grinder pour pouvoir faire des accompagnements concrets. Et puis la PNL m'a aussi donné beaucoup justement de protocoles à utiliser, à s'approprier, à restituer dans des accompagnements. Et puis l'hypnose, c'est magique. Voilà, j'aime cette pratique. Je suis passionnée par comment dire, les capacités thérapeutiques des accompagnements hypnotiques. Et puis voilà, oui, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui... Pardon? Qui anime. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que ce sont des pratiques que tu as d'abord utilisées pour toi-même avant de devenir thérapeute? C'est quelque chose qui t'a aidé dans ton parcours? Oui, toujours. Moi, je fonctionne comme ça, c'est que quand en fait, j'ai besoin d'y croire et de l'avoir expérimenté pour pouvoir dire aux autres, voilà, ça fonctionne, parce que je sais pas, il y a telle chose. Enfin, voilà, la méthode de fonctionnement est telle que voilà, ça fonctionne, etc. J'ai vraiment besoin de le vivre, de l'expérimenter moi-même pour pouvoir ensuite le restituer aux autres. Comme un chercheur de vie et un transmetteur. Et en dehors de ce métier-là, tu es podcasteuse. Donc, tu as créé un podcast. Est-ce que tu veux bien en parler? Oui, avec grand plaisir. Qui t'y a amené aussi, tu vois? Comment est-ce que le podcast est arrivé sur ton chemin et comment est-ce que tu vis cette aventure-là aussi? Alors, le podcast, en fait, il est venu suite au livre que j'ai coécrit. Oui, c'est un petit détail que j'ai oublié de préciser. Petit détail. Oui, j'ai écrit un livre. Bref, j'ai fait 3 films. Non, ça, c'est pas vrai, j'ai pas fait de film. Mais donc, j'ai coécrit un livre, justement. Et la personne avec qui je l'ai coécrit, donc c'est Marlene Cadou, c'est une maman qui a une enfant en situation de handicap moteur. Et on a fait justement un livre qui parle du handicap. C'est un dialogue entre 2 personnes, entre une maman et une personne touchée par le handicap, donc moi. Et puis on parle de sujets sociétaux, éducatifs, etc. Et puis moi, en faisant ce livre, j'avais vraiment envie de développer l'aspect sexualité, plaisir et autonomie. Vu que voilà, c'était coécrit, je l'ai pas fait à ce moment-là, et j'avais vraiment aussi envie d'être seule, tu vois, et de pas avoir quelqu'un, et pas avoir de, comment dire, pas de contraintes, mais de faire des concessions par rapport à ça, d'être entièrement libre. Et donc j'ai pensé faire ma chaîne YouTube, et après je me suis dit, ouais, mais YouTube, j'ai pas envie de faire des vidéos, tu sais, t'as la lumière et tout, faut être maquillée. Et puis finalement, les algorithmes ont fait le bon travail. Puis je suis tombée sur une formation de podcast, et puis j'ai commencé mon podcast qui, initialement, je l'avais appelé Sexe et Handicap, le podcast Zéro Tabou, parce que je voulais vraiment parler essentiellement de sexualité. Et puis, après, j'avais pas envie non plus d'être catégorisée dans le mouvement LGBTQIA+. Donc, je l'ai renommé en plaisir et handicap, parce que aussi le mot sexe, c'est malheureusement, comment dire, shadowban par Meta.
par Facebook et Instagram. Donc, en parlant de plaisir, normalement, ils sont un peu moins chatouilleux. Et puis là, je peux parler de sexualité, certes, mais je peux parler aussi de choses Large. voilà, exactement, plus larges, qui touchent au plaisir simplement d'être en vie et puis comment dire, de réaliser ses projets ou quoi, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et puis voilà, puis j'ai des interviews, donc que ce soit des personnes qui soient touchées par le handicap ou pas du tout. Là, j'ai fait une interview justement sur la gestion de l'argent avec le prisme du handicap, comment avoir une bonne relation à l'argent, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas trop me détailler là-dessus, mais pour moi, c'était vraiment important de parler de ça parce que ce soit la sexualité ou le handicap, c'est deux sujets qui sont tabous, tu vois, qui sont un peu... Les mettre les deux ensemble. Alors ça, c'est vraiment le cocktail explosif. Et voilà, c'était ça, comment dire, c'est en lien aussi avec mon caractère un petit peu rebelle et un peu à ruer dans les brancards, des choses Bouger les lignes aussi, hein, quand même. C'est bon, ouais. Parce que pour moi, il n'y a pas lieu à en faire un tabou, justement, ou être dérangé par ces sujets-là. C'est des sujets qui sont naturels et pour moi, ça doit être, comment dire, ça doit être mis en lumière de manière... Tu peux parler de sexualité sans être vulgaire, tu peux parler de plaisir sans être vulgaire, en étant accessible, quoi. Comme de l'oxygène que tu respires ou de l'eau que tu bois, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain. Donc, et de toute façon, même la sexualité, que ce soit lié avec la thématique du handicap ou pas, en fait, c'est déjà un sujet qui est toujours assez épineux. Donc, toi, tu t'es dit, sujet épineux pour sujet épineux, en fait, je vais mettre un double tabou, puis je vais tout faire péter. Oui, c'est ça. J'adore. Tu as combien d'épisodes à ton actif à ce jour? Excellente question. Je crois que j'en ai une vingtaine. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi et quels sont les retours que tu peux avoir des écoutes de ton podcast? D'abord à toi. Moi, ça m'a apporté. Alors, le podcast, c'est particulier parce que tu fais ton épisode chez toi et tu réalises pas qu'il est écouté par le monde entier, en fait, tu vois. Donc à ce niveau-là, je me rends pas vraiment compte. Alors, je sais pas si c'est une sorte de déni ou quoi, mais je me rends pas vraiment compte de ce que ça pourrait m'apporter. Alors c'est sûr que, tu vois, j'ai écrit un livre, donc c'était par écrit, mais là, ouais, peut-être la verbalisation, c'est différent, mais disons que ce que ça m'a vraiment apporté, j'ai été surprise d'apprendre que ça parle à tout le monde, dans le sens que quand je fais mes épisodes, quand je parle avec plaisir et handicap, je m'adresse principalement à des femmes avec handicap physique ou pas forcément. Et en fait, il y a plein de personnes qui me disent déjà qu'ils prennent conscience de la notion de handicap, pour laquelle je dis que c'est la société qui crée le handicap, et que si la société était construite pour les personnes qui mesuraient 1,20 m, tout le monde serait handicapé, sauf les personnes qui mesureraient 1,20 m, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal conscientisé par rapport à mes épisodes. Et puis, il y a aussi des hommes, enfin en tout cas pas forcément des femmes, mais des gens qui sont touchés par ce que je partage. Et j'ai même eu un retour d'un homme qui m'a dit, oui, mais moi je suis presque frustrée parce que quand tu parles, tu dis oui, les femmes, nanana, mais moi je suis un homme, j'aimerais bien que tu parles de moi. Il va falloir que je change mon vocabulaire. Ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, en fait, c'est que la discrimination, elle naît de la norme, en fait, et qu'à partir du moment où on décide que tel ou tel fonctionnement est fait pour tel type de personne, on élimine tous les autres. Et je trouve ça vraiment intéressant de dire, en fait, si tu changes ton regard et si tu adaptes tes normes à d'autres critères, en fait, tu exclus d'autres personnes. Donc, peut-être que c'est vraiment une discussion à avoir, tu vois, de fond, et en fait, une réflexion, en tout cas, pour tout un chacun, de se dire où tu places la barre et
qui tu exclus en choisissant telle ou telle norme, quoi. Donc ça, je te remercie de partager ça. Déjà, c'est vraiment intéressant. Et donc de notre côté sur ce podcast, en fait, tu as des retours comme quoi finalement ce que tu avais considéré comme étant une cible tombe aussi peut-être toute seule parce que ce que tu racontes, et puis tu as toujours des mots qui sont touchants parce que tu parles avec ton cœur et avec ton authenticité et ça parle directement au cœur des gens. Donc c'est vrai que tu as une façon de le présenter, tu as un titre, mais en fait ça va bien au-delà de ça, quoi. À ce jour, qu'est-ce que tu considères comme étant ton plus grand défi? Mon plus grand défi, alors mon vrai handicap pour le coup, c'est que j'ai une surdité partielle, donc j'ai l'oreille droite qui ne fonctionne pas du tout, qui a jamais fonctionné en fait de naissance, et j'ai que l'oreille gauche qui fonctionne partiellement. Enfin, c'est pas une ouïe qui est à 100%. Je sais plus le pourcentage de ma capacité auditive, mais ça pour le coup c'est vraiment mon grand défi parce que j'ai choisi de pas être appareillée parce que l'appareillage qui m'a été proposé ne me convenait pas. Et du coup, ben, quand je suis vite en groupe, enfin, je dis au-delà de 3-4 personnes, ça vient vite énergivore de capter qui parle quand, quoi, et de pouvoir répondre aux bonnes personnes au bon moment, surtout parce que le temps, voilà, que tu mettes toutes tes infos dans ton cerveau, ben voilà, les discussions continuent. Donc ça, c'est compliqué, quoi. Et il n'y a pas grand-chose vraiment à faire. En tout cas, je m'y suis pas encore trop attardée. Probablement, il y a peut-être des solutions, mais j'ai pas pris le temps de m'y intéresser. Mais en tout cas, tu sais que s'il y a beaucoup de monde, ça va pomper pas mal ton énergie, en fait, pour pouvoir essayer de savoir qui parle, qui dit quoi et pouvoir saisir les conversations, quoi. Donc ça reste un défi assez important. Et mon autre question, c'est quel est ton plus grand rêve à ce jour? Mon plus grand rêve, mon plus grand rêve, ça serait de faire soit un sketch ou soit une interview, ou en tout cas de rencontrer personnellement Jérémy Ferrari, l'humoriste préféré des Français. Voilà. Mais on va lui envoyer le podcast, en fait, pour qu'il entende ça directement. Il a d'autres choses à faire, arrête, il est sur 36 Non, 000 mais attends, il peut très bien avoir envie de consacrer une partie de son temps précieux à une super fan. Tu sais pas, tu ne sais pas. On ne sait jamais. On pourra lui envoyer le message, en tout cas. Ah ouais, carrément. Moi, j'aime bien faire ça. Dire, c'est ton plus grand rêve? Attends, on va le contacter, puis on lui envoie, on verra. Après, il fait ce qu'il veut, Inch'Allah, quoi. Ouais, c'est ça. Et franchement, vas-y, pardon. Ah oui, non, là, je sais qu'on te perd quand on commence à parler de... Oui, voilà. J'ai d'autres minutes. des putes, mais... T'as déjà été le voir en spectacle, hein, bien sûr. Oh oui, c'était génial. Je suis allée voir son dernier spectacle à Anesthésie Générale qui a duré plus de 3 heures. Et pour la petite anecdote, j'ai su par la suite, parce qu'en fait, j'ai eu des billets. Voilà, je suis passée un peu comme ça. Comment dire, j'ai été privilégiée, j'ai eu des billets gratuits et j'ai appris après que si j'avais su, j'aurais pu aller le voir en coulisses. Voilà, j'essaie encore de m'en remettre, mais je pense que c'était pas le bon moment. Voilà. Alors, cette façon, il faut que tu en fasses quelque chose, hein, parce que c'est pas possible, toi qui est pas du tout attaché à la dynamique de regret, il faut que tu en fasses quelque chose, que tu t'en serves, en fait, pour oser aller le rencontrer de plus près, quoi. Donc ça, c'est génial. Est-ce que il y a un conseil ou un message que tu as envie de transmettre aux auditeurs? Ouais, je sais pas, j'ai pas envie de tomber dans un message bateau. Toi, tu vois, on va dire que c'est quand même un Everest, parfois. Et riche de ce parcours-là, toi qui arrive équipé au début, pas trop équipé, puis qui s'équipe en cours de chemin, là, tu t'équipes toi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire sur, tu vois, sur peut-être ceux qui hésitent à prendre leur vie en main, ou qui sont à des croisées de chemin, ou qui osent pas forcément réaliser leur passion, ou qui mettent leurs rêves de côté, tu vois, tout ça.
Bah, je dirais, alors dans ce cas-là, je dirais que de faire le premier petit pas en direction de leur rêve, peu importe, que ce soit de prendre contact avec quelqu'un, que ce soit, je sais pas, de poster quelque chose sur les réseaux sociaux, je sais pas, ou commencer en cours, ou peu importe, mais de faire ce premier petit pas en direction du projet ou du rêve qu'a cette personne. Ou que si cette personne n'a pas forcément de rêve parce qu'elle est dans un certain désespoir, alors de contacter un thérapeute qui saura justement être l'oreille attentive pour pouvoir s'occuper de cette personne, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des professionnels pour ça aussi, et que c'est pas forcément la superbe phrase qu'on trouve sur les réseaux sociaux qui va pouvoir nous aider. Que c'est un peu comme des leurres. Alors ça fait peut-être du baume au cœur pendant quelques jours, mais le vrai travail commence par une relation thérapeutique, je dirais. Donc c'est faire un premier petit pas et si on n'y arrive pas, demander de l'aide pour pouvoir le faire. Oui, parce que tu sais, en y repensant, j'ai eu une période où j'avais tout, j'avais un travail, j'avais une voiture, j'avais un copain. Mais en fait, j'étais pas bien. Il y a un truc chez moi qui allait pas, mais c'était impossible pour moi de mettre le doigt dessus. Et puis, c'est en discutant avec une amie qui m'a dit, ouais, voilà, je suis allée voir cette spécialiste et elle a fait des choses, on a fait des choses incroyables pour ma guérison. Puis je suis allée la voir et c'est là, en fait, c'est elle, avec elle, que tout a commencé, que j'ai vraiment compris tellement de choses dans mon fonctionnement, dans mes schémas répétitifs. Et donc, si ça a jamais été le cas, la personne qui en a besoin, je lui conseillerais vraiment de faire ce premier pas-là et d'aller voir un spécialiste pour parler de ses problèmes. De guérison. Mm. Et justement, parlant de chemin de guérison, si il y a des personnes qui veulent te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, je suis en train de refaire mon site internet, mais sinon, on peut m'en contacter via Facebook ou LinkedIn. D'accord. En mettant Vanessa Drose. C'est ça. Et donc, tu peux rappeler le nom de ton podcast et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, mon podcast, c'est Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et je vais tenter de me développer également sur YouTube. Ah, tu vois, finalement, tu vas y retourner à la vidéo. Quand j'ai commencé, je suis en fait, finalement, je fais exactement ce que je voulais pas faire. Chaque chose dans son temps, en fait. Il a fallu d'autres chemins pour y arriver. Ouais, c'est Bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Vanessa? Rencontrer Jérémy Ferrari. Non, mais ça, on va s'en occuper, obligé. Okay. Je vais te dire. Le message, il va être directement transféré jusqu'à lui, il n'y a aucun souci. Et il va falloir que je réaliser. Ça, c'est génial. Écoute, je te remercie infiniment parce que parler avec toi, c'est toujours une découverte et c'est toujours synonyme à la fois d'un apprentissage, d'une grande richesse, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Donc, je te remercie pour ton authenticité, pour ce cœur que tu as. Je te remercie pour ton courage. Je te remercie pour ces obstacles que tu arrives à surmonter parce que derrière ça, en fait, tu peux transmettre ton énergie et tu peux transmettre la force, tu vois, et donner envie aux autres aussi de surmonter leurs propres obstacles. Donc, je te remercie pour ton chemin. Est-ce que tu parles? Merci pour ces mots, ça me touche. Si tu avais continué, je pense que j'aurais commencé à pleurer. Mais non, mais ça m'a ému ce que tu as dit. Merci à toi, Magali, pour ce que tu fais aussi hein, de ton côté, de ce que tu partages comme info, pour ta pratique de kiné aussi. Tu es à ta place pour moi. Tu es vraiment une super thérapeute aussi. Voilà, nous, on se kiffe en fait en vrai. Je te remercie beaucoup. Je t'embrasse très fort, Vanessa. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une géniale fin de journée et à bientôt sur les ondes ou ailleurs. À toi aussi. Merci. Ciao. Tu as aimé cet épisode? Tu veux en savoir plus sur Vanessa Drose? Alors regarde les liens dans la bio. Tu as envie d'en savoir plus sur Sensiblement Différent ou sur la kinésiologie? Contacte-moi. La semaine prochaine, je t'emmène dans un univers radicalement différent, dans les profondeurs de l'océan, à la rencontre d'un plongeur de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM. Son parcours? Ouais, je ne te dis rien, tu verras bien. Est-ce que tu dirais que c'était une sorte de rêve pour toi d'accéder à ce monde-là? Ah ouais, c'était quelque chose
à la base d'assez inaccessible, parce que vraiment pour faire partie de cet équipage, il me semblait bien qu'il fallait vraiment être marin. Je suis surfeur à la base, donc ça paraissait un peu lointain, et je fais de la plongée sous-marine depuis quelques temps, donc ça a été l'une des clés qui m'ont permis de rentrer là-dedans, de pouvoir travailler sous l'eau. Et c'est le poste que j'occupe le plus souvent à bord. C'est ma fonction numéro 1, c'est d'être plongeur, quoi. C'est l'homme qui va travailler sous l'eau ou qui va rendre compte de ce qui se passe sous l'eau. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement Différents.